CIAS. Alors le CIAD, mais le CIAD, c'est... Oui, le CIAS, c'est le fond aussi. Hein. Oui, 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 oui. Oui. Ça va? Ça va?
Ça va? Bonsoir à tous et à toutes, chers collègues, prenez place. Bonsoir à toutes et à tous. Nous allons débuter cette séance du Conseil communautaire du 22 février. Marie Lasserre étant absente, je vais demander à Céline Bracco si elle veut bien faire l'appel nominal. Merci Céline.
Delmarès Frédéric. Présent. Priolo Jonathan. Chapelet Jean-Jacques. Dupuis Olivier. Auroy-Pétou Thierry. Rabat Daniel. Castan Alain. Pradier Serge. Delteil Pascal. Gauthier Christophe. Frey Roland. Goubi Cyril. Bancal Fatia. Bordenave Christian. Léturgie Marc. Caz Jean-Pierre. De Salle Jean-Louis. Bourdin Sébastien. Liabaste Pascal. Visantini René. Delair Arnaud. Jante Jean-François. Portelan Jean-Claude, représenté par M. Tremblay Dominique. Dreuil Jean-Michel. Dorange Michel. Plazy Alain. Prévost Pascal. Tégérizo Julie. Ruet Fabien. Rouen Laurence. Bonamy Jean-Claude. Thérault Michel, donne pouvoir à Alain Castan. Papatanasios Francis, représenté par Maryse Roche. Blondin Francis. Dubois Robert. Filet Lionel. Laroche Catherine. Fort Jean-Pierre. Baille Josie, donne pouvoir à Florence Malga. David Bordier Christophe. Cardraon Joël. Vergnol Patrick. Gouze Didier. Delfieux Michel. Capuron Didier. François Christine. Prola Éric. Puy-Poncher Philippe. Malga Florence. Mamès Luc. Simonet Jacqueline. Potron Marie-Lise. Molton Marjorie. Andrieux Courbin Marie-Claude, représenté par Christian Bordenave. Frêle Lionel, donne pouvoir à Julie Tégérizo. Scotty Marie-Hélène. Moubi Farida. Bassi Georges. Trapi Nathalie. Fradin Stéphane, donne pouvoir à Christophe David Bordier. Benfedou Labide. Castin Anthony. Trapi Gérald. Serra Ogbona Marion. Destombe Michael. Braco Céline. Guichard Emmanuel. Lougras Cédric. Lehmann Hélène, donne pouvoir à Fabien Ruet. Wimberg Joaquina. Lasserre Marie et Fauvel Paul. Merci. Je vous propose comme secrétaire de séance M. Alain Plazy, s'il veut bien. Pas d'objection, je vous remercie. Je dois vous faire approuver le procès-verbal de la séance du 25 janvier. Y a-t-il des objections, des remarques? Il n'y en a pas. Donc il est approuvé. Enfin, on vous propose d'approuver la modification de l'ordre du jour avec un sujet supplémentaire. Il s'agit de la vente d'une serre dont nous sommes propriétaires, qui est au Neubou, et pour laquelle nous avons un acquéreur, mais qui est très très pressé. Donc c'est pour ça qu'on vous a rajouté ce dossier. Et si vous en êtes d'accord, Pascal Liabaste vous rapportera ce dossier. Est-ce que tout le monde est d'accord? Quelqu'un est contre? S'abstient? Je vous remercie. Je vous propose de débuter donc ce conseil communautaire du mois de février, qui a pour principal objet de parler du budget 2021. Et avant de passer la parole à Jean-Jacques, je vais vous dire quelques mots très brefs, puisque ce budget il est tout à fait conforme au débat d'orientation budgétaire que nous avons eu le mois dernier. Donc la CAP va ouvrir 17 budgets, un budget principal et 16 budgets annexes, pour un peu plus de 112 millions d'euros. 67 millions d'euros en fonctionnement et 45 millions d'euros en investissement. Ce sont des budgets évidemment sincères qui intègrent les déficits prévisionnels et leur financement par le budget principal. C'est, vous l'avez constaté, un peu plus d'1 900 000 euros qui sont inscrits au chapitre 65 pour
assumer ces déficits prévisionnels. C'est un budget qui est marqué par un véritable esprit de prévoyance, concrétisé par 950 000 € inscrits en dépenses imprévues et 450 000 € inscrits aussi en dépenses imprévues mais en investissement. De la solidarité qui est le leitmotiv majeur de notre collectivité, puisque 500 000 € de fonds de concours nouveaux seront inscrits. Il reste un peu plus d'1 100 000 € à réaliser toujours sur les fonds de concours et les 400 000 € de dotation de solidarité communautaire classique que nous votons chaque année. Donc c'est presque 2 millions d'euros de solidarité communautaire. C'est un budget qui veut respecter la maîtrise de la dette. Nous l'avions évoqué en bureau lors de la présentation de M. Chéniaud. Donc avec un maximum d'emprunts fixé à 2 500 000 €. Donc vous avez pu constater que ce chiffre est respecté. Il est ambitieux malgré tout, puisque 17 millions d'euros d'opérations réelles d'investissement sont inscrites sur le budget principal. Pour en citer les sujets majeurs que vous avez constatés, il s'agit de la voie verte, de l'assainissement collectif, de la légumerie, de l'agrandissement d'une maison de santé pluridisciplinaire, de la voirie bien sûr, l'entretien du patrimoine plus l'amélioration de certains bâtiments à tout tifo. Notre dernière participation au financement de la ligne SNCF pour 440 000 €. Le soutien aux entreprises, l'enveloppe a été multipliée par 2, elle passe de 150 000 € à 300 000 €. 300 000 € aussi en investissement pour la GEMAPI et la piste d'athlétisme pour 1,8 million pour tout ce qui concerne le sport. Voilà les quelques grandes lignes de l'investissement et tout cela représente un peu plus de 16 millions d'euros. Ce budget, il fixe un peu le cap de la mandature, puisque l'objectif que nous nous sommes fixés, c'est d'investir environ 10 millions par an, 10 millions d'opérations nouvelles par an, donc 60 millions sur les années à venir. Et donc, c'est tout à fait ce qu'il sera important d'atteindre avec l'arrivée des nouvelles populations que nous avons tous constatées, que ce soit dans nos villages ou sur la ville de Bergerac, c'est-à-dire de mettre en œuvre les services nécessaires à la santé, bien sûr, parce que de nouveaux habitants, il faut qu'ils trouvent un médecin, un dentiste. Donc, on a travaillé fort sur ce sujet. Sur le sport, on l'a évoqué aussi, la culture, l'éducation, et bien sûr l'environnement, qui est l'axe majeur de ce budget, puisque pratiquement 9 millions d'euros y sont consacrés. C'est un véritable marqueur pour notre collectivité et notre Bergeracois que d'insister sur la qualité de vie et l'aspect qualitatif qu'on veut donner à notre territoire. On l'a évoqué lors de précédentes réunions, plus nous serons nombreux, au niveau démographique, mais aussi au niveau des entreprises, moins le poids de nos charges sera lourd pour chacun. C'est une évidence. Donc c'est un vrai défi que nous avons à relever, continuer sur l'attractivité pour que l'impôt, qui est quelque chose d'assez difficile par les temps qui courent, ne soit pas le seul levier pour équilibrer nos budgets. Voilà ce que je voulais vous dire en introduction et je vais laisser la parole à Jean-Jacques Chaplet pour qu'il nous présente le détail de ce budget. Oui, merci Président. Bonsoir à toutes et à tous. Donc avant de parler de budget, il faut parler d'affectation des résultats. C'est le premier point qui est à l'ordre du jour de ce soir. Et donc vous avez un tableau qui va vous présenter les affectations, les résultats provisoires, sur l'exercice budgétaire de 2020, étant entendu que les résultats définitifs ne seront validés qu'au moment du compte administratif, validé par le compte de gestion, que l'on vous proposera d'approuver courant avril 2021. Donc là, ce sont des résultats provisoires qu'il faut valider pour pouvoir construire le budget de l'exercice 2021. Donc nous avons sur le budget principal un excédent prévisionnel de fonctionnement à hauteur de 4 245 095 €. Vous le retrouvez, le résultat de l'exercice 2020. Juste pour préciser sur ce résultat, normalement, la réfaction du produit de TH qui devait être imputée à l'exercice 2020 ne l'a pas été fait. Elle sera donc imputée sur l'exercice 2021.
il y a quand même 1 108 000 euros. Donc, si vous voulez ce résultat de 4 245 000, on doit le tempérer moins 1 100 000 euros à peu près de réfaction de ce TH qui se produira sur l'exercice comptable de 2021. On rajoute à cela le résultat antérieur reporté qui était de 5 299 241, ce qui nous fait un total sur le fonctionnement de 9 544 337 euros. Sur l'investissement, 2020 fait apparaître un résultat positif de 2 315 630 euros. L'investissement reporté de l'année antérieure, donc 2 791 000, ce qui nous fait des soldes à réaliser en investissement pour 2020, 2 605 284 euros. Si on cumule, ça fait un résultat global de 6 939 052 euros. Donc par rapport à ça, le résultat de fonctionnement cumulé de 2020 à hauteur de 9 544 337 euros. En tout début, il doit être destiné pour la section d'investissement au budget 2021 pour éponger le déficit. Donc, il faut affecter 2 605 284 euros sur la section d'investissement. Et le solde, on vous propose de le reporter en section de fonctionnement au compte 002 pour 6 939 052. Donc ça concerne le budget principal. Ensuite, on va balayer sous forme de tableau les budgets annexes relatifs aux zones d'activité économique. Pour la zone d'activité de Bougnac, on a un résultat sur l'exercice de 2020 en fonctionnement de moins 1 410 euros. La reprise antérieure en fonctionnement, ce qui nous fait un résultat en fonctionnement à 7 662 euros. Sur l'investissement, toujours sur ce même budget, résultat 2020, moins 39 099 euros. Si on reprend l'antériorité, ça nous donne une reprise à moins 90 102 euros. C'est la première ligne. Sur la deuxième ligne, la zone d'activité des sardines, résultat 2020, 0. La reprise antérieure nous permet de mettre en fonctionnement plus 124 236 euros. Sur l'investissement, sur ce même budget, le résultat de l'exercice est à moins 32 593. Avec la reprise antérieure, on doit réimputer moins 48 606 euros sur le budget annexe investissement dans la zone des sardines. La zone d'activité de la Tour Ouest, résultat 2020, 0. Antérieur, 127 473 euros. Sur l'investissement de ce même budget, moins 3 084 euros en 2020. Avec la reprise antérieure, on doit reprendre en investissement moins 174 028 euros. Sur le pôle industriel de la poudrerie, résultat 2020, moins 20 000 euros. Avec la reprise antérieure, sur le fonctionnement, on est à 1 052 euros 204. En investissement sur ce même budget, résultat 2020, moins 125 129 euros. Avec les reprises antérieures, on doit reprendre moins 1 194 115 euros. Sur la zone de Cablan, résultat de fonctionnement 0. Reprise antérieure nous permet de reprendre 257 839 euros. En investissement sur l'exercice 2020, moins 60 319. Avec les reprises antérieures, on reprendra moins 887 567 euros. Sur les Galinous, 9 768 euros donc, de reprise de fonctionnement et on reprend 99 052 euros en fonctionnement. Sur l'investissement, moins 3 884 euros. Avec la reprise intérieure, on reprendra moins 26 515 euros. Sur le dernier, zone d'activité de l'ANXAD, résultat de l'exercice, 95 244 euros en fonctionnement. Avec les reprises antérieures, on reprendra 65 059 euros. Et sur l'investissement, résultat 2020, moins 177 498 euros. Avec la reprise antérieure, on est à moins 244 838 euros pour ce budget annexe. Si je continue à balayer les budgets annexes, le SPANC, vous l'avez au tableau, résultat 2020, moins 13 711 euros. Avec la reprise antérieure, on reprendra sur le BP 2021, moins 86 852 euros. En investissement, résultat 0. Avec la reprise, on reprendra 17 768 euros
sur le budget annexe du SPANC. Le budget annexe des transports urbains, l'exercice 2020 fait apparaître en fonctionnement un résultat négatif de moins 16 240 €. Avec la reprise antérieure, nous reprendrons sur le BP 2021 moins 27 358 €. En investissement, résultat de l'exercice 2020 moins 108 690 €. Avec la reprise antérieure, on reprendra 293 529 €. Sur le budget du parc aqualudique, fonctionnement 2020, moins 27 549 €. Et on va reprendre sur l'exercice 2021, moins 47 086 € sur le fonctionnement. En investissement, résultat positif 217 232 €. Et on va reprendre pour créer le budget 2021, moins 388 144 €. Sur le budget annexe de l'eau, donc en DSP assujetti à la TVA, vous avez un résultat de 2020 qui fait apparaître un résultat de 282 458 en fonctionnement. Avec l'antériorité, on va reprendre 621 313 €. Sur l'investissement de ce même budget, c'est l'ex-Siedel, pour ceux qui le connaissent, les 6 communes du Siedel. En investissement, on est à moins 293 032 € sur 2020. Avec les reprises antérieures, on va reprendre 1 275 394 €. Sur le budget annexe DSP, c'était le budget qui concernait la commune de Gardonne. Il n'y a pas eu d'écriture en 2020 sur ce budget, donc vous avez tout à zéro en fonctionnement et en investissement. Sur le budget annexe assainissement assujetti à la TVA en DSP, on a un résultat en fonctionnement de 125 089 €. Avec les reprises antérieures, on va reprendre 336 021 € pour l'exercice budgétaire 2021. En investissement, on est à moins 50 857 €. Avec les résultats antérieurs, on reprend 470 887 € pour le budget 2021. Sur l'assainissement DSP, en fonctionnement, un résultat positif de 1 846 269 €. Les reprises sont à zéro, donc on reprendra 429 763 €. Sur l'investissement, on est à moins 1 554 269 € et donc en reprise, on prendra ce même chiffre. Budget annexe assainissement régie en TVA, donc on est à résultat fonctionnement 1 394 963 € et en reprise, on remet 1 188 622 €. Sur l'investissement, donc moins 905 800 € et on reprendra ce même montant pour l'exercice budgétaire 2021. Sur le budget annexe assainissement en régie, on est avec un résultat en fonctionnement à 265 585 € et donc on va reprendre ce même montant pour le budget 2021. En investissement à l'identique, on a un résultat positif de 9 829 € que l'on reprend en prévision de l'exercice budgétaire 2021. Voilà, Président, sur l'affectation des résultats, j'ai essayé d'être le plus concis possible. Donc je vous propose de le passer au vote ou s'il y a des commentaires par rapport à ces chiffres que je viens de vous dire. Est-ce qu'il y a des questions ? Donc je vous propose de le passer au vote au niveau de l'affectation de ces résultats. Est-ce que quelqu'un s'abstient ? Est-ce que quelqu'un... Si, une abstention. Est-ce que quelqu'un est contre ? Donc je vous remercie, adopté à la majorité. Je continue, Président. Donc le deuxième point, c'est la création, la proposition des budgets 2021. Donc on balaye d'abord le budget principal et après on passera sur les budgets annexes. Donc l'équilibre du budget principal s'établit à 67 718 551 avec 47 185 554 pour le fonctionnement et 20 532 997 pour la section d'investissement. Donc après, vous avez la représentation
de l'intégralité du budget au niveau des dépenses de fonctionnement sous forme de camembert en proportion, en pourcentage. Donc là, vous avez le détail des dépenses de fonctionnement à hauteur donc de 47 185 554, je vous le disais tout à l'heure en préambule. Les dépenses réelles de fonctionnement s'élèvent à 38 179 792, puisque finalement, vous avez le virement à la section d'investissement et les opérations d'ordre entre sections qui sont des dépenses d'amortissement, qui ne sont pas des dépenses réelles. C'est ce qui explique le différentiel entre les 38 millions de dépenses réelles et les 47 millions du budget global. Alors on passe en revue donc chaque ligne de ces chapitres de dépenses de fonctionnement. Sur le chapitre 011, 6 704 616 euros, pardon. Donc on a une prévision en hausse par rapport à 2020, ce qui est dû à l'impact de la crise Covid, de la fourniture des menus bio dans les crèches, du fonctionnement du nouveau centre de loisirs de Cours-de-Pile en Allée-Plaine, et après une prévision du hausse des coûts des carburants, des fluides, ainsi que des assurances. Pour mémoire, en 2020, sur ce chapitre 011, on était à 6 105 000 euros. Sur le 012, donc les charges de personnel, 15 803 166 euros. On était à 16 031 000 euros l'année dernière. Là, on a donc les effets de l'application du protocole relatif au parcours professionnel, le PPCR, et donc le transfert lié à certaines prestations extérieures qui seront plutôt inscrits sur le chapitre 11, ce qui justifie une baisse de ce chapitre 012. Sur le chapitre 14, atténuation de produits, 3 107 445. Donc il s'agit des attributions de compensation pour 1 789 634 et la dotation de solidarité communautaire. Le président en parlait tout à l'heure en préambule. Et on retrouve aussi la ligne relative au reversement du FNGIR, puisque l'AGLO est contributrice à hauteur de 857 811 euros. Les dépenses prévues, donc ça c'est le matelas de protection à hauteur de 950 000 euros. Le chapitre 23, le virement à la section d'investissement, donc 5 505 762 euros. C'est ce qui permet, par différence des recettes et des dépenses, le différentiel nous permet de virer d'un tel montant à la section d'investissement. Les opérations d'ordre entre sections, 3 500 000. Donc il s'agit de dotations aux amortissements pour les immobilisations. Sur le chapitre 65, autres charges de gestion courante, donc 10 721 875 euros. Donc on retrouve là le SMD3, pour mémoire 5 millions 3 au SMD3, le SMAD autour de 850 000 euros, et donc les subventions aux associations et aux entreprises, 695 000 euros sont budgétés, et la prise en charge éventuellement des déficits des budgets annexes à hauteur de 1 859 000. Les charges financières, 733 500 euros. Donc là, ce sont les intérêts d'emprunt contractés à ce jour. Le chapitre 67, les charges exceptionnelles, 159 190 euros. Donc on va retrouver un peu, donc là, 7 440 euros pour la bourse et les prix, 10 000 euros pour des charges exceptionnelles, 30 000 euros provisionnés éventuellement sur des problèmes liés aux travaux que pourrait engendrer la communauté de communes, 50 000 euros pour l'intéressement du cabinet qui nous accompagne dans les optimisations des bases fiscales. Donc voilà, ça c'était pour les grandes lignes des dépenses. En face, on passe aux recettes de fonctionnement, là aussi sous forme de camembert et en pourcentage. Les recettes de fonctionnement réelles s'élèvent à 39 370 euros 502 en haut, alors que le total général, forcément, est à l'équilibre avec les dépenses à hauteur de 47 185 554.
Le différentiel, c'est l'excédent antérieur reporté de fonctionnement, c'est ces 6 939 000 qu'on trouve sur le compte 002 qui font la différence entre les 39 millions et les 47 millions. Sur les recettes de fonctionnement, donc 02, le chapitre 02, les résultats de fonctionnement reportés, 6 millions 9, on l'a vu tout à l'heure en préambule du premier point. Le chapitre 13, atténuation de charges, 100 000 euros sont prévus. Ce sont des remboursements prévus de sécurité sociale sur les risques liés au personnel. Le chapitre 42, les opérations d'ordre entre sections, 876 000 euros. Ce sont les amortissements des subventions d'investissement perçues par la CAB et l'intégration des travaux qui sont réalisés par la CAB intégrés au FCTVA à hauteur de 450 000 euros. Sur le chapitre 10, produits des services, donc 3 338 430 euros qui est projeté. Ce sont des recettes liées au règlement par les familles, la crèche, les centres de loisirs, le centre culturel, la piscine. Le remboursement des salaires des budgets annexes du SPAN, du parc aqualudique, des budgets de l'eau, de l'assainissement, des transports urbains vers le budget principal à hauteur de 1 625 000. Le remboursement des salaires de l'école de musique, 292 000 euros, et les refacturations effectuées aux communes qui sont arrêtées par la CLECT autour de 110 000 euros. 715 651 euros inscrits pour la compétence transport scolaire qui serait transférée sur le budget annexe des transports urbains. Sur les impôts et taxes, le chapitre 73, donc 27 203 098 euros projetés. Au niveau donc, des attributions de compensation, 1 191 275, c'est-à-dire qu'il y a des communes qui payent à la CAB, des communes qui reçoivent. Là, on est sur les recettes, c'est pour les communes qui contribuent au niveau de la CLEC. Sur la taxe d'habitation, 649 095 euros. Donc, c'est le solde de taxe d'habitation pour les résidences secondaires. Il n'y a plus du tout de TH pour les habitations principales. La fraction du produit de TVA, donc 6 244 964 euros. Ça, c'est donné par les services de l'État. Le foncier bâti, on est à 1 800 072 euros. Cette recette a été bâtie avec la prévision du taux à 2,5, comme on en avait parlé, Président, en bureau communautaire. Le foncier non bâti à hauteur de 70 542,50 euros, je crois qu'il doit manquer la virgule. La CFE, 4 932 986. La CVAE, 2 453 154. La TASCOM, 1 242 000. L'IFER, 182 436. La TOM, donc à hauteur de 8 377 000 pour la collecte et le traitement de toutes les communes. La GEMAPI, on prévoit une recette de 226 695 euros. Et donc le fonds de péréquation des ressources, 727 253. Et la taxe de séjour, on a mis un chiffre rond de 100 000 euros. Voilà pour le chapitre 73. Sur le chapitre 74, dotation et participation, 8 525 474 euros. Donc là, vous avez le détail. Sur la dotation d'Interco, 2 285 000. La dotation de compensation des EPCI, 2 734 547. Voilà. Sur les autres organismes, on escompte une recette de 2 548 985, notamment sur des organismes comme la CAF ou la MSA pour financer certains services communautaires. La dotation de compensation sur la réforme de TP, 134 487 euros. La participation d'autres collectivités au fonctionnement de la CAB, donc l'État pour 97 771 euros. La région, 139 880 euros. Le conseil départemental, 89 000 euros. Et 137 870 euros sont aussi prévus
pour les conventions passées entre la CAB et les autres intercos, notamment dans les compétences GEMAPI, le PGB et la Maison de l'Emploi. Sur le chapitre 75, autres produits de gestion courante, donc on a les revenus des immeubles à hauteur de 131 000 euros et les produits divers pour 2 500 euros. Les produits exceptionnels, 70 000 euros en bas du slide, c'est les remboursements d'assurance éventuellement programmés. Voilà pour les recettes. Ensuite, on va passer donc à la section d'investissement, sous forme de camembert là aussi. Sur le budget principal, donc les dépenses d'investissement à hauteur de 20 532 997. Je crois qu'il vaut mieux le voir dans le détail. Donc tout d'abord, les restes à réaliser en dépenses pour 4 150 016. Alors vous avez le détail de tout ce qui reste à réaliser, qui avait été budgété sur 2020 mais qui n'ont pas été actés en termes de dépenses. Les fonds de concours aux communes, il reste 1 074 000 donc à sortir. Quai Cyrano, 160 000. Le centre de loisirs de Cours-de-Pile, 355 996 euros encore à régler. La réalisation de la légumerie sur l'exercice 2020, donc 247 533 euros. Matériel roulant, donc c'est des factures qui ne sont pas encore reçues, 145 849 euros. Et des travaux de voirie, là aussi d'une facturation retardataire, 321 488 euros. Bon, je ne vous ai pas tout cité, la page des restes à réaliser pour 4 millions. Sur les opérations nouvelles, donc 1 449 700 euros. Ça, c'est des dépenses qui avaient été débattues dans la PPI, qu'on vous a présenté au niveau du bureau communautaire aussi. Donc, vous avez à peu près l'intégralité de ce qu'on a prévu en termes de dépenses. La GEMAPI, donc 330 000 euros. Le fonds de concours, vous les avez. Le règlement intervention économique, donc le président en parlait tout à l'heure en préambule, 300 000 euros de budgété. Matériel informatique et mobilier, ça c'est pour la CAB. Centre événementiel, 70 000 euros. La restructuration du centre de loisirs de Toutifaux à hauteur de 350 000 budgétés. La légumerie de l'Escat, 1 800 000. La piste d'athlétisme, le président vous le disait, 1 580 000. L'extension de la maison de santé pluridisciplinaire à Creil, c'est 440 000, etc., etc. Le point de regroupement des collectes des ordures ménagères, 400 000 euros ont été provisionnés. Véhicules et matériel roulant. Voie verte, 810 000 euros. Voirie, infrastructure, que je ne l'oublie pas, 2 millions d'euros. Aire de covoiturage à l'Embra, 200 000 euros en extension pour permettre aux poids lourds de stationner décemment, je vais dire. Et les travaux sur les bâtiments communautaires à hauteur de 400 000 euros. Voilà ce qui est prévu au niveau des dépenses d'investissement. Donc après la PPI, alors je ne sais pas si vous voulez la regarder, ça avait été présenté déjà maintes fois, c'est le résumé de ce que je viens de vous dire pour atteindre à ces 11 500 000 euros de dépenses d'investissement. Donc voilà, sur le budget à proprement parler, le chapitre 01, les résultats d'investissement reportés, 476 280. Dépenses imprévues, donc là aussi c'est un petit matelas, 450 000 euros. Opérations d'ordre entre sections, 876 000 euros, donc c'est les amortissements des subventions, ainsi que des travaux en régie pour les intégrer au niveau du FCTVA. Subventions d'investissement, 814 000 euros. Provision pour les déficits des budgets annexes, 450 000 euros. Reversement des subventions restant à percevoir arrêté par la CLECT dans le cadre du transfert de la maison de santé de Creil. Sur les remboursements d'emprunts, donc là on est en capital à hauteur de 2 162 000 euros. Participation et créances rattachées au chapitre 26, 155 000 euros. C'est les participations au capital des sociétés d'économie mixte, telles que celle de Quai Cyrano et de l'abattoir de Bergerac.
Les recettes d'investissement, donc on est à, donc sur le total 20 millions, pardon, j'attends que tu le fasses sous forme de camembert. Sur les recettes d'investissement, un total à hauteur de 20 838 609 €, avec le 0,21, le virement de la section de fonctionnement, ce que je vous disais tout à l'heure, le différentiel entre les dépenses et les recettes de fonctionnement viennent ici abonder la section de fonctionnement à hauteur de 5 505 762 €. Sur les recettes d'investissement, donc voilà la première ligne sur les emprunts et les dettes, je suis où là? Voilà. Pardon, je suis à 23, j'ai allé trop vite. Merci Laurent. Reste à réaliser en recette 2 21 012 €. Donc là, on a sur du FCTVA du dernier trimestre de l'exercice précédent 360 888 € escomptés. Les subventions reçues, donc 1 620 608 €. Les opérations pour compte de tiers, 39 516 € sur la maison de santé à Creil. Les produits de cession, donc les maisons à l'ESCAT, à hauteur de 530 000 €. Sur les dotations et réserves, donc 4 908 000 €. Affectation du résultat de fonctionnement 2020 en réserve, on l'a vu tout à l'heure au point 1, les 2 605 284 €. Et le FCTVA 2020, 1 202 860 €. Sur les subventions d'investissement prévues, 2 443 494 €. Donc voilà, on va retrouver pour la voie verte 450 000 €, Quai Cyrano 80 000 €, la maison de santé de Creil 194 000 €, la GEMAPI en recette 159 000 494 €. Pour la légumerie, sur les investissements 2021, sont attendus 600 000 €. La piste d'athlétisme, une recette subvention de 760 000 € est attendue. 150 000 € est attendu aussi pour la restructuration du centre de loisirs de Toutifaux. Sur le chapitre 21, le virement à la section de fonctionnement, donc qui arrive en section d'investissement 5,5 millions. Les emprunts et les dettes, donc là, le budget 2021 ferait appel à un emprunt de 2 464 583 €. Donc, vous voyez, le président en a parlé tout à l'heure. On est resté dans les clous qu'on s'était fixés en bureau communautaire il y a un mois de cela. Les produits de cession d'immobilisation, 780 000 € sont attendus. 280 000 € prévu pour la revente des 2 étages acquis dans un immeuble situé à Bergerac au marché couvert. 500 000 € aussi inscrits pour la revente à la ville de Bergerac de l'immeuble de la Périgourdine qui a fait l'objet d'un échange avec un bâtiment situé à l'ESCAT. Et les amortissements sont provisionnés à hauteur de 3 500 000 €. Voilà, Président, pour le budget principal, ce que je pouvais dire. Donc, si je continue, tant que j'ai la parole, sur les budgets annexes. Donc, les budgets annexes, zone d'activité économique, sur le premier, alors je ne l'ai pas dans l'ordre, Bougnac, parce que moi j'ai la tour ouest, Laurent. Merci. Sur le budget annexe de la tour ouest. 40 000 € de travaux sont prévus pour réaliser une raquette. 4 000 € d'études sont prévus pour réaliser les accès et la desserte des lots restants. Après, j'ai les sardines, Laurent. Merci. Sur la zone d'activité des sardines, donc les travaux relatifs à l'implantation éventuelle de la nouvelle caserne feront l'objet d'une DM intégrant le montant exact de la dépense ainsi que l'emprunt à contracter pour le financement. La vente de 3 lots devrait être finalisée en 2021, ce qui nous amènerait une recette de 352 860 €. Sur le budget annexe du pôle industriel de la poudrerie, en 2021, donc 5 000 € d'études sont prévues.
200 000 euros de travaux afin de déplacer les réseaux, l'acquisition des terrains à la société Bioinox et leur rétrocession à VSB Industrie étaient inscrites à l'équilibre en dépenses et en recettes pour 128 377 euros. C'est une délibération qu'on avait prise ensemble en septembre 2019. Compte tenu du décalage des actes, l'acquisition des terrains a été réalisée en 2020 et la revente est prévue début 2021. Ensuite, j'ai Cabla, on est d'accord. À ce jour, 1 000 euros sont prévus en 2021 pour la réalisation d'études techniques et 5 000 euros pour les travaux. 4 lots devraient être cédés en courant d'exercice pour une recette de 132 498 euros. Sur l'ANCSAD pour 2021, donc 5 000 euros d'études inscrits, 20 000 euros de travaux doivent être lancés pour finaliser les accès et les réseaux électriques. Donc il y a une discussion qui est déjà engagée depuis quelque temps sur la nécessité de réaliser un giratoire sur la route départementale, ce qui nécessiterait l'acquisition d'une parcelle de terrain et des travaux supplémentaires qui sont estimés à 352 500 euros. Ces opérations seraient financées par l'octroi de subventions, État et région, et par le produit de la vente de 3 lots qui nous ramènerait donc 68 847 euros de recettes, et un lot avait été cédé aussi fin d'année 2020 pour 31 035 euros de recettes sur ce budget annexe. Je suis sur la zone d'activité des Galinous. Donc, cet ensemble immobilier représente une surface totale de 19 000 m², ce qui comprennent 2 bâtiments industriels. Et à ce jour, le site accueille une entreprise de conception électrique dans les bâtiments, ce qui nous ramène un loyer de 59 600 euros. En 2021, 6 000 euros d'études et 50 492 euros de travaux sont prévus en investissement. Les dépenses de fonctionnement s'élevant à 70 000 euros pour l'entretien courant et les taxes foncières, notamment des bâtiments. La vente de 2 terrains sont prévues en 2021, ce qui nous ramènerait une recette de 15 650 euros. Donc j'en ai fini pour les budgets annexes de zones d'activité économique. Budget annexe des tubes transport urbain. En 2021, donc 275 000 euros seraient prévus en investissement pour l'acquisition de 2 minibus, entre autres à hauteur de 145 000 euros, l'acquisition de matériel pour le service, 15 000 euros, des travaux pour les locaux de service à l'ESCA, 35 000 euros, et des travaux de mise en accessibilité des arrêts de bus pour 50 000 euros. Les dépenses de fonctionnement, vous les avez devant vous. Les charges à caractère général, 236 000 euros. Le marché pour le transport scolaire, 1 124 000 euros. Charges de personnel, 665 000 euros. Intérêt de la dette et dotation aux amortissements à hauteur de 132 786 euros. En face des recettes de fonctionnement, donc la vente de billets, 33 000 euros. Les abonnements pour le transport scolaire, 58 000 euros. La participation des communes, 10 000 euros. Le produit du versement mobilité, 820 000 euros au taux de 0,3. Le reversement de la région, 715 650 euros. Et des subventions d'exploitation attendues à hauteur de 33 000 euros. Le budget annexe de l'assainissement non collectif. Donc, c'est un service industriel et commercial, donc les dépenses doivent être équilibrées par les redevances acquittées par les bénéficiaires du service. Les dépenses, c'est le paiement des contrôles aux prestataires de services, 131 048 euros, et les charges de personnel, 40 000 euros. Les recettes, c'est la facturation aux usagers des prestations de contrôle, 190 000 euros, et une subvention du budget principal à hauteur de 77 201 euros pour équilibrer les dépenses et les recettes. Sur le budget annexe du parc aqualudique, les principaux postes de dépenses en 2021 seront les suivants. Le paiement des intérêts de la dette, 90 000 euros. L'assurance dommage ouvrage du bâtiment, 150 000 euros. 235 000 euros pour les fluides. Et les frais de personnel sont évalués à 780 000 euros. En investissement, donc divers aménagements sont prévus pour 11 000 euros. Les restes à réaliser en investissement, 388 144 euros.
Et le remboursement du capital devrait se situer aux alentours de 185 000 euros. Les recettes sont essentiellement constituées en fonctionnement 153 000 euros et en investissement par des subventions restant à percevoir à hauteur de 896 439 euros. Et bien évidemment, une subvention du BP viendra alimenter la section de fonctionnement pour couvrir le déficit du fonctionnement constaté. On estime à peu près 1 106 000 ou 110 000 euros nécessaires pour équilibrer ce budget annexe du parc aqualudique en prévisionnel. Budget annexe O en délégation de service public assujetti à la TVA, c'est les communes qui sont sous l'ancien régime du CIEDEL. Donc dépenses, charges à caractère général 31 000 euros, charges de personnel 72 000 euros, haute charge de gestion courante 10 000 euros, dotation aux amortissements 180 000 euros et les intérêts de la dette. Les recettes, facturation aux usagers 450 000 euros et l'amortissement des subventions 40 000 euros. Sur la prévision des travaux, un investissement 40 000 euros sur l'amortissement des subventions, acquisition du matériel de bureau et informatique et 500 000 euros pour des travaux sont ouverts. Ces investissements seront financés par de l'autofinancement et par un virement de la section de fonctionnement et par les amortissements. Alors le budget annexe au DSP, ça c'est le budget annexe qui a concerné la commune de Gardone, donc il n'y avait pas d'écriture en 2020, on n'a pas affecté de résultats. Par contre, le budget n'est pas clôturé, on verra si on le clôturera courant 2021. Toujours est-il que comme il n'est pas clôturé, il est nécessaire d'inscrire quelques crédits. Et voilà pourquoi donc, on vous proposera d'écrire un investissement 20 300 euros pour l'entretien du réseau et éventuellement le remboursement du capital se situe autour de 35 000 euros. Ces investissements sont financés par de l'autofinancement et du produit du FCTVA et par un virement de la section de fonctionnement à hauteur de 20 250 euros et par le biais d'amortissements qui sont évalués à 28 800 euros. Alors, je suis 39. Budget annexe toujours l'assainissement, la DSP assujettie à TVA, ça c'est pour la commune de Bergerac. Le CIEDEL, je ne l'avais pas passé, Laurent, excuse-moi. Donc le voilà sur la budget annexe assainissement. J'étais à Gardone, tout à fait, assainissement sur l'ex-CIEDEL. Donc vous avez les dépenses et les recettes. En investissement, donc 1 000 euros sont ouverts pour l'acquisition de parcelles, 1 000 euros pour l'entretien du réseau, 2 000 euros pour du matériel de bureau et 913 000 pour des travaux. Le remboursement du capital se situe à hauteur de 200 000 euros. Ces investissements sont financés par un virement de la section de fonctionnement à hauteur de 402 421 euros et par des amortissements à hauteur de 98 000 euros. Donc, j'allais trop vite, j'en arrive au budget assainissement, délégation de services publics, donc ça concerne la commune de Bergerac. Vous avez les dépenses et les recettes prévisionnelles. En investissement, donc 121 500 euros sont ouverts pour des frais d'études, 5 000 euros pour du mobilier, du matériel de bureau et d'informatique, 1 890 000 euros pour des travaux, dont le renouvellement de la rue Michelet et rue Jean Lédier à hauteur de 457 000 euros, la reconfiguration des ouvrages du secteur sud-ouest 545 000 euros, et la reconfiguration du réseau rue Fustel de Coulanges 872 000 euros, et le remboursement du capital se situant autour de 535 000 euros. Ces investissements seront financés par de l'autofinancement, par un virement de la section de fonctionnement et par des amortissements qui sont évalués à 650 700 euros. Budget annexe, donc assainissement toujours, régie en TV assujettie à la TVA. Donc je vous laisse grâce de la lecture des dépenses et des recettes. En investissement, 95 000 euros sont ouverts pour des frais d'études et de logiciels, 4 000 euros pour des acquisitions de parcelles et du matériel,
et 850 507 € pour des travaux, notamment la réhabilitation au Peyrat sur Creil pour 225 000 €, la troisième tranche de travaux au Cervenier à l'Embra pour 297 000 €, l'extension de réseau sur le secteur de la Fontaine à Saint-Laurent-des-Vignes, 180 000 € et le remboursement du capital se situant à 740 000 €. Ces investissements sont financés par un virement de la section de fonctionnement, 1 372 134 € et des subventions et par des amortissements. Budget annexe assainissement donc, qui est en régie. Donc c'est un groupe, ça représente 6 communes. En investissement, donc 25 000 € sont ouverts pour du matériel, 638 000 € pour des travaux, donc extension du réseau du château d'eau, 30 000 €, et la première tranche de rénovation de la station d'épuration de Sigoulès et Flaujac à hauteur de 608 000 €. En 2020, le remboursement du capital s'élèvera à 146 000 €. Ces investissements seront financés par de l'autofinancement, du produit du FCTVA, un virement de la section de fonctionnement à hauteur de 100 512 € et par des amortissements, 117 338 €. Voilà, Président, je crois que j'ai fait à peu près le tour de ces budgets. J'espère ne pas en avoir trop oublié. Merci Jean-Jacques. Et de ne pas avoir endormi trop de monde. On ne peut pas faire moins. Écoutez, oui, c'est pas facile. Hein. La parole vous est donnée. Si vous avez des interventions ou des questions. Madame Tégérézo pour débuter. Oui, bonsoir à tous. Alors, dans un premier temps, je m'étonne que sur un sujet aussi sensible que le budget, on ait été privé d'un bureau communautaire. Alors apparemment, on m'a dit qu'il y avait des cas contacts. Maintenant, aujourd'hui, il y a des visios et je pense que c'était important que se tienne une réunion préparatoire. Enfin, c'est quand même un budget, on ne parle pas de petits porte-monnaie. Alors peut-être que les retours défavorables qu'ont suscité le dernier conseil communautaire vous a encouragé à ne pas tenir cette réunion préparatoire, car ça n'aura échappé à personne. La hausse de la fiscalité est loin de faire l'unanimité au sein de la population. Vos éléments de langage n'en avez pas réussi à convaincre. Les gens ne sont pas dupes. Multiplier par 5 le taux sur le foncier bâti, c'est bien une hausse d'impôt et non une compensation. Quoi qu'il en soit, je ne vais pas refaire le débat. Tout le monde sait ce que je pense de vos choix et de vos orientations sur ce budget. Cependant, j'ai plusieurs interrogations. D'abord, sur les contrats de prestation de services qui passent de 988 000 € à 1,5 million. Quelle est cette augmentation ? Concernant les honoraires, nous étions sur 81 000 €. Aujourd'hui, on a plus de 135 000 €. C'est pareil, voilà. Sur le 65, à la ligne des honoraires, des contributions, on note une forte hausse de plus de 600 000 €. Alors là-dedans, je note les 850 000 € dédiés au SMAD. Et là, je m'interroge sur la pertinence de cette enveloppe dans le contexte qu'on connaît. Un aéroport à l'arrêt, le Brexit et une urgence environnementale qui nous pousse à réfléchir à de nouveaux modes de déplacement. Puis à la ligne suivante, il y a les contributions obligatoires qui diminuent de moitié. Qu'est-ce que c'est ? Pourquoi ? Et puis il y a la taxe de séjour. Vous prévoyez une hausse de 40 000 €. Là encore, en pleine période Covid, je vous trouve un peu large. Puis je vais prêcher pour ma délégation. Lors d'une précédente réunion, on en avait parlé, je vous ai évoqué le souhait des agents des bibliothèques d'instaurer la gratuité pour tous les usagers, parce que les agents au quotidien sont sur le terrain et ont remarqué que l'adhésion de 7 €, c'était un vrai frein pour l'accessibilité de plein de ménages. Pour rappel, la mise en place de cette gratuité, c'est une perte de recettes de 12 000 €. Donc autant vous dire que par rapport aux millions d'un centre événementiel ou les 850 000 € du SMAD, c'est un peu peanuts. Et la période que l'on vit aujourd'hui nous prouve à quel point l'accès à la culture est aujourd'hui essentiel. Ce serait de la part du conseil communautaire un signe fort envoyé à toute la population, mais aussi aux agents qui mériteraient que leur voix soit un peu considérée. Sur ce point, je vais quand même, parce que il faut y aller quand même à la médiathèque de Bergerac notamment, il faut s'y rendre, il faut aller voir ce qui se passe. C'est des fuites au plafond, c'est des radiateurs qui ne marchent pas, des WC qui ne fonctionnent pas, c'est du plâtre qui se décolle.
et de la moquette d'un autre temps, tachée, usée. Alors, c'est vrai, il y a de moins en moins d'usagers, je comprends, mais il y a surtout un vrai mal-être au travail pour les agents. Et donc, je me demande quand même si, plutôt que d'une hausse de la fiscalité, pour financer, pour investir sur des projets que vous dites structurants, ce n'est pas mon avis, mais pourquoi pas entretenir l'existant. Et j'ai l'impression que l'existant, il est en train de se dégrader et que tout le monde regarde ailleurs. Quoi qu'il en soit, dans ce budget, je ne vois nulle part inscrite cette proposition, donc j'imagine que ça a été écarté de fait. Donc je me dis que peut-être les discussions et les débats au sein de cette instance sont peut-être pas utiles. Donc voilà, c'était mes interrogations. D'autres interventions? Oui, monsieur Benfedo. Merci, Président. Donc, à mon tour, donc, je prends la parole pour expliquer le sens de notre vote. Mais avant, je tiens de rappeler que lors du dernier conseil municipal, on avait demandé au Président un entretien pour discuter, échanger autour des projets d'investissement. Donc, le Président nous a reçus très rapidement après ce conseil communautaire et c'était un temps d'échange et on a pu discuter sur plusieurs sujets, notamment sur les projets d'investissement. Donc il y avait 2 points qui nous paraissaient essentiels dans ce budget, surtout pour les investissements. D'abord la médiathèque. Donc je pense qu'aujourd'hui le territoire a besoin d'une grande médiathèque qui remplace celle d'aujourd'hui, parce qu'une médiathèque perchée au 4e étage avec 2 petits ascenseurs qui sont là pour et la médiathèque, et la crèche, et le centre municipal de santé, et le parking, commence aujourd'hui, ne répond plus aux besoins de la population. Donc le Président nous a dit qu'il était d'accord avec nous pour construire une nouvelle médiathèque, mais il attend le choix du lieu qui doit être fait par la municipalité de Bergerac. Et sur le deuxième point, là aussi, nous avons exprimé notre opposition, c'est sur le centre événementiel. Et là aussi, on a eu la discussion. Le Président nous a expliqué l'intérêt de ce centre et nous a dit que lors de l'étude qui est prévue pour cette année, d'ailleurs, il y a un budget de 70 000 euros, que lors de cette étude, il va prendre une décision sur l'intérêt de ce projet-là. Cela dit, nous sommes quand même contre ce projet parce que nous considérons que c'est un projet faramineux, parce que nous considérons qu'il ne correspond pas aujourd'hui, il ne répond pas aux besoins de la population. Donc nous demandons encore l'abandon simple de ce projet. Donc ce soir, nous n'allons pas voter contre ce budget, ni contre la hausse de la fiscalité, parce que nous considérons que la communauté d'agglomération a besoin de recettes supplémentaires pour avoir la capacité d'investissement, pour jouer son rôle de développement économique et touristique et pour l'attractivité du territoire. Mais nous ne voterons pas non plus pour, parce que nous considérons qu'il y a un projet qui nous gêne et ce projet-là, il nous semble qu'il est inutile. Donc ce soir, nous allons nous abstenir pour le budget et pour le vote de la fiscalité. Voilà, Monsieur le Président. Merci, Monsieur Benfedoul. D'autres prises de parole? Monsieur Castin, merci. Vous m'entendez là? Oui, alors en fait, moi c'est plus une question au niveau de la gestion du SPANC. En fait, je n'arrive pas à comprendre pourquoi on est obligé toujours d'équilibrer ce service avec un apport depuis le budget principal. Puisqu'en fait, il devrait être équilibré directement avec les factures payées par les usagers. Donc, il y a peut-être une bonne raison à ça, hein, mais je ne comprends pas. Je vais commencer par la dernière, monsieur Castin. En fait, le budget du SPANC a une histoire et beaucoup d'inertie.
c'est souvent des problèmes de décalage de facturation entre les visites qui sont en cours à faire et leur facturation. Et on n'arrive pas, on est parti de très loin parce que ce déficit est dépassé les 80 000 euros. Donc là, il diminue d'année en année. Donc on essaie avec l'entreprise prestataire de réduire ces retards. J'ai bon espoir que l'année prochaine, on y arrive. Donc voilà, ça c'est quelque chose, vous avez raison, qui est embêtant de traîner un déficit par normalement une prestation qui doit s'équilibrer par le paiement des usagers. Donc voilà pour le SPANC. Monsieur Benfedoul, en effet, je vous remercie de bien avoir relaté le fait que j'ai tenu parole sur notre rencontre. Je ne peux pas en dire autant par rapport à Madame Tégérézo, parce qu'elle se plaint de ne pas avoir pu discuter du budget. Je lui avais fait la même proposition, mais je n'ai toujours pas eu de réponse. Donc, parce que je ne l'ai pas eu, peut-être. J'avais déduit, J'avais déduit que ça l'intéressait peu, et vu ses remarques, je pense que cet amateurisme en témoigne. Non, mais je rêve. J'ai jamais eu d'invitation, je suis désolée. Vous pouvez couper la parole, elle n'a pas la parole, vous nous coupez la parole. Non, mais après, je ne vous ai pas interrompu, Madame Tégérézo, vous ne parlez pas, c'est pas à votre tour de parler. Voilà, merci. N'importe quoi. Je vous ai laissé parler quand vous avez eu la parole. Soyez respectueuse et laissez parler les gens quand ils l'ont. Sur le centre événementiel, Monsieur Benfedoul, donc comme vous l'avez rappelé, on va approfondir les études, essentiellement les investigations sur les financements, puisque je m'étais engagé auprès de vous à ne pas poursuivre ce projet si nous n'avions pas un taux de financement très important. Donc aujourd'hui, nous n'avons pas suffisamment de réponses pour engager ces travaux, et de toute façon, l'inertie nécessaire à la réflexion et à la mise en œuvre de ce projet sont toujours en cours. C'est pourquoi les 70 000 euros seulement sont inscrits cette année. Mais sans aucun doute, nous serons amenés à en reparler dans les mois qui viennent. Et de toute façon, si d'aventure nous n'avions pas un taux de subvention excellent comme on l'avait présenté ici, eh bien, nous serions amenés à revisiter notre décision. Tous les deux, vous avez fait une erreur de langage que je considère une erreur de langage. Il ne s'agit pas d'une augmentation de la fiscalité, il s'agit d'un transfert de la fiscalité. Quand on perd 1,6 million, que les habitants cotisent moins, ne cotisent pas ce 1,6 million sur la taxe d'habitation, et qu'en effet, on fait un appel, certes, sur une taxe différente, qui est le foncier bâti, de 1,4 million, je considère que même on ne fait pas un transfert total de ce produit, puisqu'il manque 200 000 euros, on ne va pas épiloguer, donc il s'agit bien d'un transfert de fiscalité et non pas d'une augmentation. Sur la différence et la question que vous avez posée, Madame Tégérézo, sur le premier aspect financier, il s'agit du marché des OM. Un avenant a été signé en cours d'année et le montant que vous avez évoqué correspond à ce marché des OM. Ensuite, vous avez parlé de l'aéroport. L'aéroport, il est en sommeil, certes, et on a bon espoir qu'à l'issue de la pandémie, il reparte fort, puisque c'était d'ailleurs le cas l'été dernier, et qu'il avait, pour le grand plaisir de nos restaurateurs et de nos structures touristiques dans le Bergeracois, permis de faire revenir de nombreux Britanniques sur notre territoire, puisque l'axe majeur de cet aéroport est tourné vers le Royaume-Uni. Et donc, nous espérons vraiment que cet aéroport redémarre dès le printemps, puisque d'ailleurs, de nombreux projets de signature pour des lignes nouvelles sont prévus toujours pour l'Angleterre. Sur la taxe de séjour, on a été prudent, on a prévu 100 000 euros alors que nous avions perçu 120 000 euros l'année précédente. Et puis, je vous rappelle qu'on doit aussi tenir compte cette année de la participation d'Airbnb, puisque les plateformes qui ne cotisaient pas jusque-là vont cotiser et participer à cette ressource. Sur les médiathèques, je veux revenir un instant. Vous insistez sur les toilettes des agents. Elles ont été refaites, Madame Tégérézo, elles ont été refaites, les toilettes. Évidemment, ce bâtiment est ancien, et c'est pour ça aussi, et comme l'a rappelé M. Benfedoul, il est au 4e étage, il ne correspond pas aujourd'hui à quelque chose de moderne et d'ambitieux sur notre territoire. Et je vous l'ai dit, et d'ailleurs c'est inscrit dans la programmation pluriannuelle d'investissement, nous souhaitons réaliser cette médiathèque sur Bergerac, et c'est d'ailleurs
inscrit de manière contractuelle avec la région et l'État dans le projet Cœur de Ville et le contrat de redynamisation. Donc, nous ne renonçons pas, il y a de l'inertie, laissez le temps à la nouvelle équipe bergeracoise qui s'est installée il y a peu, et avec des conditions difficiles, de trouver l'endroit approprié pour le faire, et j'ai tout à fait confiance en l'équipe de Bergerac pour le trouver le plus rapidement possible. Quant à la tarification, je suis assez d'accord avec vous sur le caractère social qu'on pourrait donner, un message qu'on pourrait envoyer aux utilisateurs de la médiathèque. Mais je serais embêté que la famille Delmarest ne paye pas sa part à la médiathèque et à la bibliothèque. Donc c'est pour ça que moi je vous proposerais plutôt que nous travaillions, et c'était d'ailleurs l'idée que nous avions évoquée en bureau et que vous avez omis de nous présenter la dernière fois, plutôt de travailler sur le quotient familial. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la gratuité peut-être, sans doute, pour les gens qui ont des revenus modestes et que les gens les plus aisés puissent participer comme il se doit. De toute façon, il s'agit d'une somme modique, vous l'avez rappelé, de 7 €, et ce serait vraiment gênant que ceux qui le peuvent ne participent pas à hauteur de cette structure. Donc c'est vraiment ce que je vous propose. Ensuite, vous dites que vous ne voyez rien sur l'entretien de notre patrimoine et des bâtiments. Vous avez mal lu parce qu'en fait, il s'agit de 700 000 € qui ont été inscrits dans le budget d'investissement pour l'entretien des bâtiments et pour commencer, il y a un travail de gestation sur la restructuration du centre de loisirs de Toutifaux qui nous intéresse au plus haut point. Et on va s'y atteler dans les semaines qui viennent, et Serge Pradier est bien au courant de ce dossier. Donc voilà les réponses que je peux vous faire, et je suis très embêté que vous n'ayez pas accepté de venir discuter avec moi comme je vous l'avais proposé. Voilà, qu'on soit bien clair, parce que je ne veux pas passer non plus pour une menteuse, je n'ai pas reçu votre invitation. Alors, je ne vous accuse pas, je ne l'ai pas reçue. Est-ce que c'est dans les spams ou... En même temps, vous avez mon 06, hein, n'hésitez pas. Hein. Écoutez, vous ne me courez pas après, moi non plus, je ne vous cours pas après. Hein. Je vous ai invité, ça suffit. Voilà, je ne peux pas en faire mieux. Monsieur Priolo. Oui, merci Monsieur le Président. Sur la médiathèque, effectivement, Bergerac travaille dessus depuis un petit moment, puisque déjà sur le mandat précédent, ma collègue Laurence Rouen, qui était vice-présidente, notre collègue Alain Banquet, qui était son délégué, avait travaillé sur ce sujet, travaillé sur le lieu d'abord, puisque la volonté de la ville de Bergerac, c'est de laisser cette médiathèque sur la ville de Bergerac et plutôt sur la place Gambetta, de façon à ce qu'il y ait également une animation culturelle sur le haut de la ville et en proximité du centre culturel qui est déjà propriété de la communauté d'agglomération. Ce travail, nous le menons également depuis notre arrivée, avec les discussions que nous avons, vous avez pu suivre dans la presse, ou pour ceux qui suivent le conseil municipal de Bergerac, les discussions que nous avons en ce moment même avec M. Tellet, d'abord sur le bâtiment ancien hôtel des ventes sur la place Gambetta, c'est une première possibilité, et donc il y a une discussion qui est enclenchée. M. Tellet a accepté de vendre ce bien immobilier à la ville de Bergerac, et les domaines sont passés récemment de façon à évaluer ce bien immobilier. Et puis il y a un deuxième promoteur, M. Amen, qui a également un bâtiment vétuste sur la place Gambetta, qui est en face du centre culturel, et sur lequel nous avons discuté avec lui. Il veut nous en proposer 600 000 € lorsque la ville lui avait vendu à 350 000 € à l'époque, et donc nous lui proposons actuellement 350 000 € également pour l'acquérir. Celui-ci ne veut pas le lâcher à ce prix-là. Nous allons certainement passer par une procédure d'expropriation, que ce soit pour la médiathèque ou pour autre chose, mais en tout cas, je ne peux pas laisser sur la place Gambetta un immeuble se délabrer comme celui-ci. Donc oui, il y a des possibilités pour la ville de Bergerac. Et puis il y en a une autre, c'est à partir du centre culturel existant. Nous avons le centre social Jean Moulin à l'arrière qui va être démoli puisqu'on va faire un nouveau centre social sur le quartier centre-ville de Bergerac. Et donc peut-être qu'il y aurait des possibilités, que ce soit au-dessus ou sur l'arrière. Donc il peut y avoir un travail de fond qui soit mené. Notre volonté, c'est de le laisser sur la place Gambetta. Et si on peut, sur des immeubles appartenant aujourd'hui à M. Tellet et à M. Amen, ça serait très bien. Le travail de concertation également, avec l'ensemble des élus d'abord ici en conseil communautaire, et on le voit à travers la PPI, puisque dans le budget qui vous est soumis ce soir et dans le programme pluriannuel d'investissement, vous voyez bien que dans le cadre d'Action Cœur de Ville, la médiathèque en fait partie, avec les études en 2022, 2023 et une construction en 2024. Évidemment, si on peut le faire avant, on n'en sera que ravis, et Bergerac, la ville de Bergerac, prendra sa part à la construction et en tout cas au financement de cette future médiathèque, parce que c'est important qu'on puisse le travailler tous ensemble. Ensuite, sur l'intervention de M. Benfedoul, en un mois, vous avez changé d'avis.
Vous êtes encore une fois dans la contradiction, mais on a l'habitude, en conseil municipal comme dans la presse. Il y a un mois, j'ai ici, puisque nous allons signer ce soir le compte-rendu de la séance précédente, vous disiez, j'ouvre les guillemets, ce sont vos propres propos, notre position est là, nous serons d'accord pour une augmentation d'impôts du moment que cette augmentation va à l'investissement du territoire et du moment que nos choix, nos propositions seront examinés par le bureau. Vous avez dit effectivement que le président vous a reçu et donc ça a bien été examiné. Et ce soir, vous nous annoncez que vous allez vous abstenir sur ce vote. Effectivement, encore une contradiction en un mois. Voilà ce que je souhaitais vous dire sur la médiathèque et sur le vote de certains de mes collègues de la ville après un budget qui fait part largement au soutien à l'activité de notre territoire. Merci, M. Prévost. Je vais vous donner la parole, M. Benpedoul. Mais avant, je veux me présenter mes excuses à Mme Teixeira parce qu'en fait, elle n'a pas été invitée directement. Voilà. Donc, on a invité M. Frel qui devait vous faire passer le message et manifestement, il ne l'a pas fait. Donc, acceptez mes excuses sur ce point. J'hésite. Vous avez la parole, M. Benpedoul. Oui, bon, je ne comprends pas encore la sortie du maire de Bergerac. Hein. On n'est pas au conseil municipal, on est au conseil communautaire, donc je ne vois pas en quoi le maire m'attaque. Je dis tout simplement, j'avais dit, on accepte l'augmentation de la fiscalité si nous sommes d'accord avec tous les investissements. On a été reçu par le président, on a parlé du centre événementiel, on a demandé l'abandon, le président nous dit il faut attendre. Donc, il n'y a pas de contradiction, monsieur le maire, il n'y a pas de... il y a rien, il y a tout simplement un choix d'investissement que nous ne partageons pas, et donc ma position reste logique et cohérente. Bien. D'autres interventions? Il n'y en a pas. Écoutez, je vous propose de voter l'ensemble des budgets ou vous souhaitez qu'on les vote individuellement? Est-ce que tout le monde est d'accord pour voter l'ensemble des budgets en un seul vote? Personne n'est contre? Personne ne s'abstient? Non, mais pour qu'on vote l'ensemble des budgets en même temps. Personne. Voilà. Donc je vous propose maintenant de voter l'ensemble des budgets. Qui est contre? Qui s'abstient? Écoutez, je vous remercie. Ce budget est voté à une très large majorité et ça nous fait plaisir et ça nous donne confiance pour mettre en œuvre tous ces projets qui font bien besoin sur le Bergeracois. Le point suivant, il s'agit bien évidemment, pour être cohérent, de parler des taxes qui permettent justement l'équilibre de ce budget qui vous a été présenté. Je ne vais pas y revenir, on a largement débattu sur ces deux augmentations. Vous voyez, je fais comme vous, je me trompe à mon tour, puisqu'il ne s'agit pas d'une augmentation, et là on est tous d'accord. Il s'agit bien d'un transfert de fiscalité, un transfert sur la CFE de 0,85% et une augmentation de 2 points sur le foncier bâti. Voilà, donc à moins que vous souhaitiez avoir des précisions, il n'y en a pas. Et bien, je vous propose de voter cette proposition-là, pour le coup, d'augmentation de taux de la CFE à 26,85 et le foncier bâti donc à 2,5. Donc, est-ce que quelqu'un est contre? Non, je veux bien intervenir, moi. Pardon? Je veux bien intervenir, par contre. Ah, je n'avais pas vu, bien sûr. Oui, c'est toujours une question hypersensible, une augmentation d'impôts, et je trouverais logique qu'on puisse faire un vote à bulletin secret. Voilà, pour avoir une totale liberté d'expression. C'est pas évident de prendre la parole ou de lever la main. C'est voilà, des grandes assemblées, donc c'est une proposition que je fais. Écoutez, vous avez le droit de faire cette proposition. Il faut qu'elle soit suivie par un tiers des membres présents. Donc, écoutez, je vais soumettre cette proposition au Conseil communautaire. Qui est favorable à un vote à bulletin secret? Qui s'abstient? Qui est contre? Bon, écoutez, manifestement,
Voilà, nous allons voter à main levée. Donc je reprends le cours pour voter cette augmentation des taux, hein, pas de la fiscalité mais des taux. Est-ce que quelqu'un est contre? S'abstient? Adopté à la même majorité, ce qui est tout à fait cohérent. Je vous en remercie. Et je vous propose de passer à la modification du tableau des effectifs au 1er mars 2021. Et c'est Pascal Deltel qui rapporte ce dossier. Oui, donc le tableau des effectifs de la communauté d'agglomération Bergeracoise doit être modifié à compter du 1er mars 2021 pour tenir compte des mouvements de personnel, des avancements de grade et des promotions internes et des nominations suite à concours ou examen professionnel. Donc les principales modifications sont les suivantes. Transformation d'un poste PEC, parcours emploi compétences à temps non complet du service enfance-jeunesse à un poste d'adjoint technique à temps non complet, 21 heures hebdomadaires. Création de 2 postes de PEC, parcours emploi compétences à temps non complet au service enfance-jeunesse, départ en congé parental d'un adjoint technique service enfance-jeunesse et création des postes faisant suite aux avancements de grade, promotion interne et nomination suite à concours et examen professionnel. Voilà ce qui fait le tableau des effectifs au 1er janvier était de 361 agents et au 1er mars il sera de 362. Merci Pascal. Y a-t-il des interventions? Il n'y en a pas. Est-ce que quelqu'un est contre? S'abstient? Adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. On va parler de la voie verte. Premier recueil un peu sensible sur le tracé de la voie verte, et c'est M. Bonamy qui nous rapporte le dossier. Bonsoir à tous. Le projet d'aménagement de la voie verte V91, lancé en septembre 2017, a permis la réalisation de 18 km entre Tuyères et le barrage de Bergerac, principalement en site propre. 2,7 km entre le pont de la Rocade ouest et l'allée des Cinquets à Prigorieux. Ces tronçons ont été réalisés sur les emprises foncières en fonction des acquisitions amiables. Pour achever le tracé Moulédier-Prigorieux, il reste à relier les 2 tronçons existants en aménageant 2 km pour assurer la continuité du parcours. Entre 2019 et 2020, la CAB a acquis à l'amiable des terrains sur les 2 communes afin de compléter l'emprise disponible du chemin rural existant sur Prigorieux et de créer une emprise suffisante et pérenne sur Bergerac. Pour rappel, un emplacement réservé a été inscrit au PLUI sur le linéaire de l'axe principal, identifié sous l'appellation BER 50 sur les plans. Malgré nos efforts, sur la partie bergeracoise, une acquisition foncière n'a pu aboutir à l'amiable. Il s'agit de l'emprise au bout des parcelles CI 132, 117 et 119, soit environ 80 mètres linéaires, correspondant à une surface de 600 mètres carrés. Considérant la nécessité de faire la liaison de voies vertes entre Bergerac et Prigorieux, il est nécessaire d'engager une procédure d'expropriation pour l'acquisition des parcelles citées plus haut. Ces parcelles appartiennent à M. Robert Lloyd et Mme Heather Smith. Après avoir entendu cet exposé, proposition est faite au Conseil communautaire au regard du Code général des collectivités territoriales, CGCT, selon le Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, vu les statuts de la communauté d'agglomération bergeracoise, de demander à Monsieur le préfet de la Dordogne d'engager une procédure d'expropriation en vue de permettre la réalisation complète du projet de la voie verte V91, tel que décrit ci-dessus, de solliciter de sa part l'organisation conjointe de l'enquête préalable à la DUP et de l'enquête parcellaire, et d'autoriser le président à prendre tous actes nécessaires à la mise en œuvre de cette cession forcée. Merci Jean-Claude. Je dois vous rappeler que sur ce point particulier, de gros efforts de concertation, de discussion, de négociation ont été faits depuis plus de 2 ans et demi par Marc Léturgie et d'autres, et les services avec Madame H, qui ont été poursuivis donc, par notre collègue Jean-Claude Bonamy. Donc ça s'est vraiment détérioré sur la fin avec des réponses un peu cavalières de Monsieur Lloyd, qui manifestement ne cédera pas
dans le cadre d'une négociation à l'amiable. Donc on a sollicité les services de la préfecture pour savoir s'ils nous suivraient bien évidemment sur cette procédure. Ils nous ont assuré évidemment de leur soutien, puisque l'intérêt ne sera pas à démontrer, surtout quand on aura, pas encerclé, mais on sera arrivé de part et d'autre de la parcelle, ce qui sera fait dans les mois qui viennent, de manière à vraiment démontrer l'entrave manifeste de ce propriétaire sur ce projet, puisqu'il s'agit de passer sur la servitude de marchepied. Il ne s'agit pas de faire n'importe quoi. Et à chaque fois, on a le souci conscient du fait qu'on vient troubler l'intimité des gens qu'ils avaient depuis fort longtemps à quelques endroits. Donc on est conscient que les mesures compensatoires sont évidemment légitimes. C'est ce qu'on a fait depuis maintenant plusieurs années, depuis hier jusqu'à Bergerac. Et voilà, c'est le premier résultat infructueux de nos négociations. Mais bon, maintenant, on ne peut plus attendre. Il faut absolument récupérer cette parcelle pour qu'on puisse aller tranquillement de Bergerac à Prigorieux ou de Prigorieux à Creys, Mouledier, Tuyères, et que cette voie verte finisse par aller jusqu'au Flé. C'est ce que nous souhaitons le plus rapidement possible, puisque nous avons travaillé pas la semaine dernière, mais la semaine d'avant, avec tous nos collègues de Laval, de Saint-Pierre, de la Force et du Flé, pour pouvoir justement anticiper les problématiques foncières qui sont des vraies questions pour faire aboutir ce tracé. Voilà, chers collègues, quelques éléments complémentaires que je pouvais vous donner. Est-ce que vous avez des questions? Il n'y en a pas. Est-ce que quelqu'un est contre? S'abstient? Adopté à l'unanimité. Merci. Il s'agit de parler des aides à l'investissement pour des entreprises de notre territoire, et c'est le maire de Bergerac qui présente ce dossier. Merci, Monsieur le Président. Effectivement, je vais présenter le premier et puis Cyril Goubi le deuxième. Donc on part sur la commune de Lamonzie-Montastruc avec le camping L'Escapade, qui est géré depuis 2017 par Monsieur et Madame Garcia, un établissement 4 étoiles de 130 emplacements. Il y a un souhait de renouveler, d'augmenter leur mobilier de terrasse pour un montant d'investissement de 10 983 € hors taxes. Et donc la CAB est sollicitée pour intervenir à hauteur de 25%, comme le permet le règlement d'intervention communautaire. Ça ferait donc un montant de 2 745 €. Le reste étant autofinancé ou par emprunt bancaire directement par la SAS Escapade. Voilà pour la première proposition, mes chers collègues. Je laisse la parole à Cyril Goubi pour le deuxième dossier. Quant à moi, je vais vous parler de la pâte à pizza sur la commune de Rouffignac de Ségoulès. Madame Dupont a repris en 2020 le restaurant L'Auberge de Montbazillac et souhaite maintenir le bar et créer une pizzeria sous l'enseigne La Pâte à Pizza. Dans cette perspective, elle envisage de créer un emploi. Le montant des investissements correspondant aux travaux d'aménagement et d'acquisition de matériel s'élève à quasiment 13 000 €. Le conseil régional ainsi qu'Initiative Périgord ont été sollicités. La CAP pourrait intervenir à hauteur de 25%, soit un montant de 3 170 € sur les investissements réalisés. La CAP, dès lors, propose d'intervenir à hauteur de 3 170 € au titre d'investissement. Et ce taux d'aide publique n'excède pas le taux maximum autorisé par le régime s'agissant d'une petite entreprise. Merci, messieurs. Y a-t-il des questions? Il n'y en a pas. Est-ce que quelqu'un est contre? S'abstient? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Et enfin, on va parler de l'adhésion de la communauté d'agglomération à l'association French Tech Périgord-Vallée. C'est Alain Castan qui nous rapporte ce dossier. Oui, bonsoir. Donc, en mars 2020, la candidature portée conjointement par le département de la Dordogne, la communauté d'agglo du Grand Périgueux et accompagnée par les chambres consulaires, en s'appuyant sur le soutien des entrepreneurs, des start-up du territoire, des associations ou encore des structures d'aide à la création, a obtenu le label French Tech permettant de donner naissance à l'association French Tech Périgord-Vallée. Ce label distingue en France les écosystèmes de start-up et d'entreprises innovantes pour valoriser le numérique et l'entrepreneurial. Une communauté French Tech est une dynamique autour d'un programme d'action porté par des chefs d'entreprise qui contribuent à faire du territoire labellisé un lieu où les start-up peuvent naître, se développer et connaître un succès à l'international. Cette labellisation a été attribuée pour une durée expérimentale de 2 ans. Elle fera l'objet d'une étude par la mission nationale French Tech pour reconduire la labellisation au vu des résultats obtenus.
Ainsi, l'association French Tech Périgord Vallée a pour objectif de fédérer et mobiliser l'écosystème local autour de l'innovation et de l'entrepreneuriat, d'augmenter la visibilité des entreprises et des start-up du territoire, de développer l'attractivité du territoire en termes d'emploi, de financement et d'implantation, de renforcer les collaborations avec l'enseignement supérieur et la recherche, d'impulser une dynamique interterritoire, régionale, nationale, mais aussi internationale, autour des filières d'excellence. Et enfin, de développer les outils de partage des savoir-faire et d'accélération des projets sur le territoire. Le label Fresh Tech est une opportunité d'apporter une visibilité et une notoriété à la dynamique locale des entrepreneurs de notre territoire. Il nous permettra de jouer un rôle dans l'écosystème de l'innovation et de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, la CAB est sollicitée pour intégrer l'association French Tech Périgord Vallée en tant que membre fondateur. L'association French Tech Périgord Vallée sera structurée autour d'une gouvernance dominante entrepreneuriale pour respecter les critères de composition d'une communauté French Tech. Cette association est composée de 3 catégories de membres. Les membres fondateurs institutionnels, donc bien sûr le Grand Périgueux, le département, la CAB et la Chambre économique. Chacun a une voix délibérative. Les membres actifs s'acquittent d'une cotisation annuelle, ils ont une voix aussi délibérative. Et enfin, les membres adhérents qui sont inscrits gratuitement à l'annuaire numérique, ils ont une voix seulement consultative. Cette gouvernance est composée d'un bureau de 5 entrepreneurs, d'un président, d'un conseil d'administration de 9 membres appelé comité French Tech, d'une assemblée générale ordinaire, d'une assemblée générale extraordinaire et d'un comité de suivi trimestriel pour assurer un lien régulier avec les institutionnels. La coordination et l'animation seront assurées par Madame Natalia Hérault, professeure au BTS SEO et référente entreprise au lycée Bertrand de Born, en tant que future directrice de l'association French Tech Périgord Vallée. Le lancement officiel de l'association sera prévu pour le premier trimestre de l'année 2021. Donc, il induit bien sûr la création de l'association avec la mise en place de la gouvernance, le recrutement de ses membres actifs, la présentation et la mise en place de l'animation pour mobiliser ses adhérents. Un programme opérationnel pour animer et structurer la communauté a été élaboré pour 2021. Le budget de cette association pour cette année sera le suivant. Pour les dépenses, pour un total de 90 000 €, où il y aura dedans, bien sûr, des événements, des organisations et surtout le lancement de French Tech Tremplin, avec des rémunérations, bien sûr, sur la coordinatrice et sur 2 stagiaires. Pour les recettes, elles se composeront des adhésions pour 4 000 €, mais elles peuvent aller au-delà, c'est dans l'espoir d'avoir bien sûr beaucoup plus d'adhésions. Le conseil départemental y participe à hauteur de 35 000 €, le Grand Périgueux à hauteur de 20 000 €, la CAB est sollicitée pour 20 000 € et la Chambre économique pour 10 000 €. Le groupe Orange se propose d'y participer pour 1 000 €, pour faire un total et équilibrer le budget à 90 000 €. Donc la proposition au Conseil communautaire, les membres du Conseil communautaire sont invités à bien sûr valider ces statuts de l'association French Tech Périgord Vallée, de valider la participation de la CAB en tant que membre fondateur de cette association, de valider le montant de l'adhésion de la CAB à hauteur de 20 000 € pour 2021, de budgéter pour 2021 le montant de l'adhésion, de désigner 2 délégués, un titulaire et un suppléant au sein du conseil d'administration de l'association et d'autoriser le président à signer les documents se rapportant à cette opération. Voilà, merci. Merci Alain. Y a-t-il des questions? Bon, c'est aussi un projet qui va dans la continuité de nos relations partenariales avec le Grand Périgueux, puisqu'on est aussi dans ce souci d'impulser collectivement des démarches pour essayer de soutenir l'innovation, bien sûr, mais aussi la venue et la mise en réseau de nos entreprises start-up dans le département. Donc on est dans cette logique-là. C'est une initiative que je trouve intéressante et qui
qui permettra en tout cas la mise en réseau de ces entrepreneurs et de favoriser la prise en charge de ceux qui voudraient venir dans notre département. Donc on aura une présentation en bureau ou en conseil d'orientation dans les semaines qui viennent, un peu plus détaillée par Madame Hérault, qui viendra nous expliquer un peu plus en détail la démarche. Avez-vous des questions? Il n'y en a pas. Écoutez, je vous propose, pour être cohérent, puisque c'est M. Jonathan Priolo qui est notre premier vice-président chargé de l'économie, si là il s'agit bien d'économie, qu'il soit notre représentant titulaire à cette structure, et que, comme Alain Castan suit ce dossier aussi depuis le début, qu'il puisse être son suppléant et qu'il se partage les rôles pour nous représenter dans cette instance. Est-ce que tout le monde est d'accord sur cette proposition? Est-ce que quelqu'un est contre? S'abstient? Eh bien, accepté à l'unanimité, je vous remercie. Et on va terminer donc sur le dernier dossier sur table, sur la vente de cette serre. On ne voulait pas louper, c'est Pascal Diabast qui présente ce dossier. Donc, la communauté d'agglomération bergeracoise, propriétaire d'une serre entreposée sur la ferme d'Edembou, souhaite la mettre en vente, car elle ne convient pas aux besoins du site. Le matériel est trop grand, difficile à mettre en place et inadapté à des porteurs de projets débutants. Elle n'a d'ailleurs jamais été utilisée. La société coopérative de Chambry, située à Bois-Guérin, dans le 79, souhaite se porter acquéreuse de la serre de 558 mètres carrés, pour une somme de 11 000 € TTC. Le transport est à la charge de l'acquéreur. Il est donc proposé ce soir d'approuver la vente de la serre à la société coopérative de Chambry pour 11 000 € et d'autoriser le président à signer les documents correspondant aux conditions énoncées. On peut peut-être ajouter qu'en fait c'est un peu précipité, tout simplement parce que la saison s'avance et ça nous permet de vendre d'ailleurs ce bien au prix demandé, puisqu'on est sur le marché de l'occasion. Merci Pascal. Tout à fait ça. Donc l'acheteur potentiel est relativement pressé, c'est pour ça qu'on a rajouté ce dossier. C'est clair pour tout le monde, il n'y a pas d'objection. Personne n'est contre, s'abstient, adopté à l'unanimité. Écoutez, je vous remercie. Je voudrais faire un très rapide commentaire sur les décisions qui sont présentées pour information. Vous pouvez remarquer qu'il y a un nombre assez important de dossiers de sollicitations de financement et de subventions pour des projets communautaires. Je voulais saluer le travail de l'administration qui a montré tous ces dossiers en un temps record pour qu'ils puissent être arbitrés dans les semaines qui viennent au niveau de l'État. Et vraiment, je voulais saluer le travail qui a été fait par les services, parce que 2 fois dans l'année, une fois pour l'agence de l'eau à l'automne et là pour ces dossiers présentés à l'État, on a pu présenter tous nos dossiers. Tous ne seront pas pris, mais au moins on le tente, comme on dit. En ce qui me concerne, l'ordre du jour étant épuisé, je vous propose de lever la séance et vous souhaite une bonne fin de soirée à tous et à toutes. Merci beaucoup.